14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le fait du jour. On a des armées très conscientes, très prêtes, mais malgré tout, la perception aujourd'hui de la Russie, c'est que l'Europe collectivement est faible. Le premier objectif que j'ai donné aux armées, c'est de se tenir prêtes à un choc dans 3-4 ans qui serait une forme de test. Peut-être le test existe déjà. On a tout le savoir, toute la force économique, démographique pour dissuader le régime de Moscou d'essayer de tenter sa chance plus loin. Ce qu'il nous manque, c'est la force d'âme pour accepter de nous faire mal pour protéger ce que l'on est. Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu'il faut dire les choses. Être prêt à accepter de perdre ses enfants, ces mots que vous venez d'entendre vous ont peut-être choqué, inquiété. Ce sont ceux du chef d'état-major des armées, le général Mandon, qui tient depuis plusieurs semaines un discours, disons, alarmiste sur les tensions russo-européennes. Pour lui, un conflit pourrait éclater d'ici 2030. Alors faut-il vraiment s'y préparer? On en parle avec le général Emmanuel de Richoux, vice-président de Place d'Armes. Bonjour général. Bonjour. Bonjour mon général. Bonjour. Je rappelle que vous avez été l'aide de camp de Pierre Mauroy quand il était Premier ministre en 1980 de François Mitterrand, que vous êtes un militaire de carrière, que vous êtes allé au feu. Vous faites partie de ceux qui ont sauté sur Colvézi à l'époque en 78 quand le président Giscard d'Estaing a décidé d'intervenir dans cette partie du Congo, et que de ce fait vous êtes un expert en questions géostratégiques, que vous n'avez pas votre langue dans votre poche, et même si vous êtes loyal aux institutions de la République, lorsqu'il faut ouvrir sa gueule, la grande muette n'est pas si muette que ça avec vous, et on vous en félicite, on vous en remercie en tout cas d'être là aujourd'hui. Donc on a le général Fabien Mandon, général de l'armée de l'air. Il est impeccable sur lui, c'est un homme qui parle sobrement, voilà. Et étonnamment, il prend tout d'un coup ce que je n'ai jamais entendu. Moi, j'ai grandi à l'époque, le souvenir, c'était un ami de mon papa, du général Fourquet, chef d'état-major des armées nommé par le général de Gaulle. On en les a connus ensuite plein d'autres, jusqu'à Pierre de Villiers. Est-ce bien un chef d'état-major des armées, c'est-à-dire un soldat aux ordres du pouvoir politique du gouvernement, de faire des analyses ou faire des suggestions politiques de ce genre, déjà sur le fond? Alors si vous voulez, je vais revenir un petit peu, prendre un peu l'histoire, je vais revenir en arrière sur ce que vous avez dit à l'instant me concernant, puisque j'ai été l'aide de camp de Pierre Mauroy, et je voulais faire un petit aparté concernant les hommes politiques de l'époque. Nous avions des hommes politiques qui avaient tous connu peu ou prou la deuxième conflit mondial, qui avaient servi, qui avaient dans différentes unités, ou qui avaient participé, j'allais dire, à la relève de la France à l'époque, et qui avaient une conception de leur rôle en tant que ministre ou responsable politique, qui avait une responsabilité très forte que j'ai vécue de la France. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que on avait à l'époque une forte, on avait une forte sensibilité sur l'histoire. Nous savions tous les enfants des écoles avaient une claire conscience de ce qu'était la France, les conflits mondiaux, etc. Et donc aujourd'hui je souris je souris tristement parce que je me rends compte que les hommes politiques que nous avons sont des jeunes gens, des jeunes femmes qui n'ont guère conscience de ce que fut la France à l'époque, qui n'ont guère conscience de l'histoire. Et à ce sujet, je suis toujours un peu abasourdi lorsque j'entends que la Russie est à nos portes, c'est-à-dire à 2500 km, que demain l'ours russe va se réveiller pour nous infliger peut-être une guerre que nous ne voudrions pas. Je voudrais simplement remarquer à tous ceux qui prônent, j'allais dire, un ennemi à nos portes, que cet ennemi, qui n'en est pas un, parce que si nous étudions l'histoire, il y a 1000 ans d'histoire avec la Russie, et à part quelques soubresauts, nous avons été ennemis. Il n'en demeure pas moins que la Russie a perdu quand même 27 millions de Russes pendant le dernier conflit mondial, entre 41 et 45. Et à mon sens, ce pays ne va pas demain faire la guerre. Mon général, si je peux me permettre, vous me corrigerez si je me trompe, le dernier sang français versés par des armes et par des soldats russes, c'est bien ceux de la Légion des volontaires français contre le bolchevisme envoyé par le régime de Vichy, Laval et Pétain à Stalingrad, qui se battaient, eux, à côté des nazis. Et voilà, ceux-là ont effectivement peut-être été tués par des soldats russes. Mais depuis, je n'ai pas souvenance que des soldats russes aient fait couler du sang français. Alors, vous avez raison, je vais mettre en parallèle l'escadrille Normandie-Niemen, qui avait été voulue par le général de Gaulle et qui a servi aux côtés des Russes
conflit qui mondial. ont payé un lourd tribut. Donc je voulais dire par, ça ne dédouane pas des problèmes qu'il y a aujourd'hui, et on n'est pas en train de glorifier le régime de Vladimir Poutine. Je voulais dire que quand vous avez 27 millions de morts, un pays à 27 millions de morts pendant 4 ans, ce pays, je doute qu'il soit vraiment le couteau entre les dents pour faire quoi que ce soit vis-à-vis de la France. Voilà. On a l'impression qu'ils ont déjà du mal au niveau ukrainien sur le terrain. Comme on a dit. Voilà. Alors de là à dire, préparons-nous. Il faudra peut-être envisager l'idée que nos enfants puissent mourir contre une invasion ou une agression des Russes. Ça repose sur des éléments, politiques, géostratégiques ou scientifiques fiables. Moi, je pense que c'est quelque chose que je n'aurais jamais dit si j'avais été en situation. C'est à lui à le dire d'ailleurs. Est-ce que déjà, politiquement, c'est à lui à le dire. Ah non. Je pense que c'est c'est le chef des armées, c'est-à-dire le président de la République, à prendre solennellement un micro et dire à la France entière, voilà ce que j'attends de vous. Surtout que c'est une pure supposition. Voilà, pure supposition. Je dirais simplement que je pense que dire à tous les représentants des communes, on compte sur vous pour redonner foi en l'avenir. Je trouve que c'est pas du tout le rôle de nos élus, ça serait plutôt le rôle de l'éducation nationale. Oui. Alors pourquoi ne pas? Alors que l'éducation nationale. Il a raison. Remettre un peu de patriotisme dans l'éducation nationale, ça c'est très bienvenu. Sauf que le patriotisme, comme vous le savez très bien, depuis 40 ans, on l'a perdu. On n'étudie plus l'histoire. On a la repentance à tout bout de champ pour tout. On ringardise les armées. On a, j'observe simplement que lorsqu'on a des commémorations comme le 11 novembre dernièrement, où sont les enfants? Il n'y a pas des enfants des écoles. On me dit ils sont en vacances. Je suis désolé, mais si on veut redonner du sens à la patrie eh bien il faut véritablement que l'on puise dans les jeunes consciences, qu'on leur dise voilà, soyez fiers de vos anciens. Et il a même été question à un moment donné de supprimer le 8 mai 45. Alors quand même la victoire contre le nazisme et contre les Allemands. Alors si vous voulez, je me dis on est complètement on est sur une autre planète. Alors pourquoi avoir fait ça? Alors mon général, qu'est-ce qui justifie qu'il intervienne lui, qu'il le dise de cette façon avec ces mots? Est-ce que c'est de sa propre initiative, ce qui serait gigantesque, ou alors est-ce qu'il est en télécommandé? Je pense que le chef d'état-major des armées, quelle que soit sa posture, quelles que soient ses relations avec le chef d'État, n'agit pas tout seul, bien évidemment. Donc il a agi, s'il a parlé comme ça, il a agi sous contrôle ou sous contrôle de son chef, du chef des armées. Voilà. Mais le général Burkhardt avait déjà fait une déclaration de ce type avant de partir. Bien évidemment. Ancien chef d'état-major des armées. Si vous voulez, ça fait beaucoup en quelques mois. Je voulais dire simplement que il faut pas. Enfin, c'est d'un point de vue politique, je pense que c'est donner, dire aux Français, soyez, ressaisissez-vous. Le danger est à l'extérieur. Tout ça, on occulte le reste. C'est-à-dire qu'on occulte les problèmes français, la désertification industrielle, le problème des hôpitaux, si on fait l'inventaire de tout, etc. Donc, si vous voulez, et on se focalise sur l'extérieur. Mon général, oui. Est-ce qu'on peut repenser une forme de service national, en tout cas de mobilisation pour une défense nationale au cas où? Voilà. Alors, j'étais autant il y a 35 ans, j'ai écrit un ouvrage et j'étais véritablement favorable à l'armée de métier, parce qu'à l'époque on en avait besoin, parce que rappelez-vous, c'était l'affaire de l'Irak, etc. On se rendait compte que les appelés ne pouvaient pas y aller, donc on avait besoin d'une armée de métier. Mais parallèlement à ça, j'avais dit il faut un service intégration. J'avais peut-être eu le mauvais terme, et je pense qu'aujourd'hui, compte tenu de ce qui se passe dans nos quartiers, compte tenu de ce qui se passe avec une population de jeunes qui méprisent le pays, il faut se ressaisir, et vis-à-vis de tous ces Français, tous ces jeunes Français, il faut avoir un service militaire, j'allais dire un service national obligatoire pour tous les jeunes. Alors ça va être long à mettre en œuvre, mais quand j'entends dire on va faire un service militaire uniquement pour les volontaires, à ce moment-là, on rate totalement ce que l'on souhaite. C'est-à-dire
c'est-à-dire donner un sens à l'action, donner un sens à la vie. Alors, moi, je pense, vous voyez, que je vois ça parce que j'ai étudié ça, j'ai regardé ça de près. Je crois qu'il faudrait un creuset où l'ensemble des Françaises et des Français en âge d'être en service militaire entre 18 et 20 ans, par exemple, ils fassent 3 mois, vous voyez, un service dans lequel on ne porte pas d'armes. L'idée, c'est véritablement d'avoir un cursus rustique, dur, difficile, sportif, dans lesquels les gens seraient en uniforme et dans lesquels ces gens-là, bien, se retrouveraient, j'allais dire, le vivre ensemble, comme l'on dit. Mon général. Et à partir de là, on aurait des filières pour la réserve ou pour le service militaire actif. Mon général, en quelques mots, est-ce que le général Pierre de Villiers a eu raison de démissionner quand il s'est senti désavoué par le président de la République sur les enjeux militaires? Ah oui, bien sûr, puisque tout le monde a approuvé d'ailleurs. Je veux dire que tous les militaires d'actifs comme les militaires qui étaient en deuxième section comme je l'étais, nous avons applaudi des deux mains parce que nous avions un chef qui refusait, je veux dire, refusait que l'on sacrifie encore la défense, quoi. Et je pense que tous ces hommes politiques qui depuis 40 ans disent nous sommes en paix et on réduit de façon drastique les financements de nos armées, aujourd'hui évidemment nous sommes à l'os et voilà, donc on se pose la question, mais à qui la faute? Donc tout le monde est dans le même barque, hein. Mes respects, mon général, merci d'être venu sur Sud Radio pour nous apprendre ce témoignage éloquent. Je ne doute pas que nous aurons besoin de vos lumières peut-être dans l'avenir.